et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Vous le savez sûrement déjà, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous propose de lire sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Le commerce français de détail progresse en juin, publié par Dalila Bouaziz le 20 juillet sur e-commercemag.fr. Les ventes du commerce de détail ont continué de progresser en juin, en hausse de 1,5% par rapport à mai, stimulée par la levée des restrictions sanitaires, selon les données publiées lundi par la Banque de France. Alors que les ventes de produits alimentaires sont stables de plus 0,2%, celles des produits manufacturés en hausse de plus 10,2% permettent cette progression générale, détaille la Banque centrale. Les ventes de produits manufacturés sont passées de 1,3% au-dessus de leur niveau de juin 2020, à même 11,9% au-dessus de leur niveau de juin 2019, souligne la Banque de France. Ce sont avant tout les produits d'équipement de la personne qui connaissent les meilleures évolutions, en particulier le textile et habillement, plus 25,6% par rapport à mai, le matériel de sport, plus 23%, et l'horlogerie bijouterie, plus 20,9%, détaille le communiqué. Par type de lieu de vente, les petits commerces tirent leur épingle du jeu avec des ventes en hausse de 11,4% sur un mois, tout comme les grands magasins, plus 17,6%, contre un repli pour la grande distribution, moins 1%, les supermarchés, moins 3,6%, et les hypermarchés, moins 0,8%, qui pèsent toutefois, à eux deux, plus de 80% des ventes du commerce de détail. Elles ont reculé de 3,5% en mai, les chiffres de juin ne sont pas encore disponibles, après une hausse de 4,3% en avril. À partir du 19 mai, l'ensemble des commerces ont pu rouvrir avec des jauges de fréquentation, après les fermetures imposées pendant plusieurs semaines du fait de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19 au printemps. Les foires commerciales ont pu reprendre à partir du 9 juin. En revanche, les soldes d'été n'ont commencé que le 30 juin, décalés d'une semaine à la demande de certains commerçants. Les ventes du commerce de détail ne reflètent pas l'ensemble de la consommation des ménages, puisqu'elles ne comprennent pas d'autres postes de dépenses comme les loyers, les dépenses de santé ou l'éducation. « 85% des Français sont prêts à partager leurs données pour aider les commerces à rebondir », publié par Fiona Gentillot le 20 juillet sur e-marketing.fr. Une étude Sandinblue réalisée au mois de juin avec Seat Research a analysé les comportements d'achat des consommateurs français, américains, allemands et anglais depuis la pandémie. Ce qui ressort de l'étude. Depuis le confinement, près d'un consommateur français sur deux, 45%, achète plus dans les petits commerces. 58% sont prêts à continuer à faire leurs achats directement auprès des petites entreprises et dans des commerces de proximité après le confinement. Et 61% veulent continuer à effectuer des achats en ligne auprès des petites entreprises avec lesquelles c'est possible. D'ailleurs, 45% des Français préfèrent la vente en ligne avec les petits commerces. 85% des Français sont prêts à partager des données personnelles avec les petits commerçants contre des remises ou des promotions. Une lune de miel entre consommateurs et petits commerçants qui semble partie pour se prolonger. Partager ces données, oui, mais d'abord avec les petits commerces et pour avoir des promos. Même si les Français sont les plus réfractaires à vouloir partager des informations sur leurs croyances religieuses ou leurs opinions politiques, entre 60 et 50% des millennials et de la génération Z sont prêts à partager des infos sur leurs orientations sexuelles, opinions politiques, revenus, etc., à condition qu'il y ait des promotions à la clé. Au global, 66% des Français préfèrent partager leurs données personnelles avec des petites entreprises qu'avec des grandes. Et 85% sont prêts à partager leurs données avec les commerçants qui leur offriront des promos. En termes de préférence pour recevoir des promos, toutes générations confondues, les mails et les SMS devancent Facebook, Instagram ou encore YouTube. Les générations Z et les millennials, pourtant si sensibles à Instagram, ne rejettent pas les mails tant qu'ils sont intéressants.
67% des consommateurs sont encore plus prudents qu'avant le confinement en ce qui concerne leur vie privée. 62% disent faire moins confiance qu'il y a un an aux applications de tiers. Concernant le RGPD, le règlement de la protection des données, seulement 28% des Français pensent qu'il est efficace. Néanmoins, encore 21% pensent que non et 36% ne sont pas sûrs. 15% n'en ont jamais entendu parler. 77% des consommateurs veulent bien partager leurs données avec des tiers qui leur garantiront qu'ils ne les revendront pas et 71% des consommateurs veulent bien partager leurs données avec des petites entreprises qui diront clairement comment elles seront utilisées. En France, 45% des Français interrogés préfèrent le commerce en ligne avec les petits commerces plutôt qu'avec les grands groupes. Et il n'y a pas que les grands acteurs de l'e-commerce qui ont bénéficié du confinement. Depuis le début de la pandémie, les consommateurs se sont reconnectés avec leur commerce de proximité et aux petites entreprises. Quand les déplacements étaient limités, près d'un consommateur sur deux y est retourné faire ses achats. C'est ce que montre l'étude Site Research pour la start-up française Sendinblue. Dans l'étude, dans les 4 pays, les jeunes mènent la charge. 51% des millennials, 46% des jeunes de la génération Z ont redécouvert les vertus des petits commerces. Il n'y a pas que 49% des consommateurs aux revenus les plus élevés ont repris le chemin des commerces de proximité. La principale motivation, pour toute génération confondue, étant de participer à l'économie locale. Et la tendance est partie pour durer. Seulement 8% des personnes interrogées ont avoué être intéressées de fréquenter des petits commerces une fois le confinement terminé. Paradoxalement, les mêmes petits commerçants sont les mieux placés pour faire du commerce en ligne avec les clients qui les ont redécouverts. Un engouement qui s'explique par leur envie de soutenir une économie locale et par le sentiment des consommateurs de se sentir désormais plus en phase avec les commerces de taille plus modeste. Et la relation petit commerce et consommateur peut largement se prolonger en ligne puisque 56% ont continué à effectuer des achats en ligne auprès des petites entreprises avec lesquelles c'est possible et 31% qui sont même prêts à en effectuer davantage. Avec la pandémie, les consommateurs se sont mis à ouvrir leurs mails promotionnels. En France, l'email et ensuite le SMS pour recevoir des infos de la part des petits commerçants devancent même, toutes générations confondues, Facebook et Instagram. Parce que les Français interrogés le trouvent plus pratique, facile à utiliser et qu'il donne le sentiment d'être personnalisé. Un consensus chez les répondants s'établit autour d'une communication par semaine pour les anciennes générations, plus souvent pour les plus jeunes, à condition que le message contienne des promos, 28%, des conseils, 25%, et du contenu pertinent personnalisé pour 25%. Pour la France, l'email arrive en première position, 62% des Français. Les plus jeunes générations sont tout de même plus sensibles à la communication via Instagram. 56% d'entre eux souhaitent être ciblés via ce réseau, mais n'excluent pas les emails à condition qu'ils soient intéressants et pro. Seb va vendre des produits reconditionnés sur Back Market, publié par Thomas Leroy sur bfmtv.com. Nous voulons contribuer à soutenir des alternatives de consommation qui nous aident à mieux préparer notre avenir, commente son patron. Seb poursuit son engagement dans l'économie circulaire. Le groupe français a annoncé ce jeudi un partenariat avec la plateforme Back Market, spécialiste des appareils électroniques reconditionnés, principalement des smartphones. Dès la semaine prochaine, la marque pourra donc vendre ses propres produits de petits électroménagers reconditionnés sur le site espagnol. Puis ce sera au tour de la France en août et du Portugal à la rentrée. Les boutiques en ligne des marques Roventa, Moulinex et Krups du groupe Seb seront aussi ainsi disponibles sur Back Market, offrant un nouveau canal de vente à fort potentiel avec la possibilité de vendre en direct des produits reconditionnés, indique le groupe dans un communiqué. Avec Back Market, nous sommes 2 acteurs engagés de l'économie circulaire. Pour le groupe Seb, l'éco-conception et la promotion de la réparabilité sont des axes stratégiques forts, indique Thierry de la Tour d'Arthez, PDG de Seb. Réparer pour fidéliser. Voilà plusieurs années que le groupe joue la carte de la réparation en garantissant 10 ans ses produits, quitte à devoir stocker près de 40 000 pièces détachées. Quand un de nos produits présentait un défaut
qu'il n'était pas réparable, le consommateur rachetait du neuf, mais pas forcément chez Seb. En lui garantissant la réparabilité de son produit sur 10 ans, on fait le pari qu'il rachètera à terme plus spontanément un appareil d'une de nos marques, expliquait en 2016 à BFM Business Alain Potreau, alors directeur de la satisfaction client et de la prévente. D'autant que les prix du neuf vont grimper de 5 à 10% dès septembre prochain en raison de la flambée des matières premières. Ce partenariat entre les deux groupes est aussi financier avec une prise de participation indirecte de Seb via son véhicule d'investissement Seb Alliance dans le fonds Daphni, actionnaire de Back Market. Le groupe de reconditionnement a annoncé une nouvelle levée de fonds de 276 millions d'euros en mai dernier. La Fnac s'allie à une start-up pour vous aider à revendre vos livres d'occasion, publiés par Damien Chopin le 20 juillet sur businessinsider.fr. La Fnac veut vous aider à vous débarrasser de vos livres. L'enseigne annonce ce lundi 19 juillet un partenariat avec la start-up La Bourse aux Livres, une plateforme de revente de livres d'occasion en ligne. Fonctionnant sur le modèle du dépôt-vente, elle vous permet d'envoyer les livres dont vous ne voulez plus, les réceptionne et les stocke dans son entrepôt et les met en vente sur son site ou d'autres places de marché comme la Fnac, Amazon, eBay ou encore Rakuten. Vous n'êtes payé qu'une fois le livre revendu et la bourse aux livres prélève une commission. Tous les frais de port sont gratuits pour le vendeur comme l'acheteur. La Fnac ne touche pas d'argent sur les ventes réalisées, le partenariat sert plutôt à développer l'image éco-responsable de l'enseigne dans le cadre d'un plan stratégique qui prône une consommation plus responsable en permettant à chacun l'accès à un service local de qualité, explique Catel Bergot, directrice seconde vie du groupe Fnac Darty dans un communiqué. Les 160 magasins Fnac concernés deviennent en quelque sorte des points relais où vous pouvez déposer vos cartons de livres. Grâce à la bourse aux livres, nous démocratisons un peu plus les livres d'occasion en permettant à chacun de vendre ses livres simplement à l'aide des partenariats de proximité incarnés par la collaboration entre la Fnac et la bourse aux livres, ajoute Catel Bergot. Seule contribution de la Fnac au système, pour les adhérents à son programme de fidélité, l'enseigne verse 3 € sur leur cagnotte à chaque fois qu'un client dépose des livres en magasin. La plateforme s'occupe de tout. Créée en janvier 2020, la bourse aux livres revendique un modèle différent de celui des plateformes de seconde main comme Le Bon Coin ou Vinted. Ici, le vendeur n'a pas besoin de créer lui-même l'annonce pour vendre son produit, ni de fixer un prix ou d'aller à la poste envoyer l'article. La plateforme s'occupe de tout. Notre objectif est d'éviter de faire perdre du temps aux clients, affirme Alexandre Taillandé, cofondateur et président de la start-up. Le vendeur n'est payé qu'une fois que la bourse aux livres a trouvé un acheteur et les livres peuvent rester en vente pendant 365 jours. Passé ce délai, le propriétaire peut choisir de donner son livre à l'association Bibliothèques sans frontières ou de le récupérer contre la somme forfaitaire de 4 €. Sur son site, la plateforme indique que 80% des livres trouvent preneur dans les 3 premiers mois. La bourse aux livres a revendu 350 000 livres en 18 mois. Pour arriver à ce résultat, elle passe notamment par Amazon, Fnac ou eBay. Notre objectif, c'est de revaloriser les livres le plus vite possible et au meilleur prix possible, justifie Alexandre Taillandé. La bourse aux livres prélève une commission, en moyenne 10%, sur chaque livre vendu, un modèle qui lui permet aujourd'hui de rentrer dans ses frais, selon son cofondateur. Les recettes de Monoprix pour se démarquer de ses concurrents, publié par Francis Lecomte le 21 juillet sur capital.fr. Gardez le quart d'heure d'avance, les professionnels de la grande distribution se transmettent cette formule incantatoire depuis des générations, et pas seulement pour pousser les chefs de rayon à se lever à l'aube dans l'esprit des patrons de chaînes d'hypermarchés, ceux du groupe Carrefour en particulier, qui en ont fait leur mot d'ordre pendant des années. Elles visaient surtout à griller la concurrence sur le terrain de l'innovation. Nouveaux produits, opérations commerciales, aménagement des rayons, accueil des clients. Dans tous les domaines, il fallait dégainer avant les autres. Mais l'explosion de l'e-commerce et le retour en grâce des magasins de proximité ont freiné cette belle dynamique. Désormais, sur la défensive, les grandes surfaces tentent, dans le meilleur des cas, de s'adapter aux nouvelles tendances. Dans cette course contre le temps, une enseigne fait exception. Du haut de ses 90 ans, Monoprix a réussi à imposer une image à la fois citadine et moderne, plutôt parisienne mais bienveillante,
dans des villes moyennes de plus en plus attractives, et toujours un peu en avance sur ses concurrents. Cela a été le cas dans le commerce équitable, le bio ou les sextoys avec le rayon Passage du Désir, histoire de lutter contre la morosité du premier confinement. Et encore tout récemment avec l'apparition d'espaces vélo et hygiène de vie. Derrière ces opérations se cache une petite révolution interne. En prenant la direction de Monoprix, en 2019, Jean-Paul Mochet, patron de Franprix depuis 10 ans, a voulu consolider le statut d'influenceuse acquis par l'enseigne. Plutôt que de rester dépendant des études marketing et des préconisations des cabinets de tendance, que se partagent tous les distributeurs pour anticiper les modes de demain, il a décidé de constituer sa propre cellule d'innovation. Avec l'aval de son actionnaire, le groupe Casino, il a recruté une spécialiste, Maglone Paré, longtemps à l'œuvre dans ses cabinets de tendance. Celle-ci a investi les bureaux du siège de Clichy, à côté de Paris, bousculant joyeusement les codes bien huilés, en prenant la tête d'une quinzaine de collaboratrices, recrutées en grande partie en interne. Uniquement des femmes, c'est vrai, sans doute parce que nous allons droit au but, commente la directrice de l'innovation, et que nous visons des solutions pratiques et que nous savons faire avec peu de moyens. Leur mission ? Déployer leurs antennes et détecter les tendances susceptibles de modifier les habitudes de consommation en évitant tout préjugé, sans s'interdire aucun sujet a priori ni aucune source d'information. C'est ainsi que pour monter la station, un espace réservé à la vente de vélos de seconde main, mais aussi à l'équipement et à l'entretien des deux roues, l'équipe de Maglone Paré s'appuie entre autres sur un partenaire spécialisé dans la récupération et la réhabilitation de cycles hollandais, Reco Vélo, dont elle a repéré l'existence sur Instagram. Vitesse et frugalité sont les deux règles qui encadrent l'action de ce petit commando de choc, biberonné à la méthode dite de Jugad. Ce terme, venu du sous-continent indien, est entré dans le vocabulaire des DRH comme l'art de faire mieux avec moins. Avec cette idée sous-jacente qu'on s'est peut-être trop donné de moyens dans la recherche d'innovation et que pour stimuler la créativité, il faut accepter d'être plus frugal et se donner des délais très serrés. L'opération Passage du Désir, par exemple, s'est concrétisée en 6 semaines, pas une de plus, affirme Maglone Paré, entre l'identification de la tendance et l'installation du premier corner dans un magasin parisien. Sachant que ce mode expérimental ne s'arrête pas au montage du rayon, à tout moment, il faut pouvoir adapter le dispositif, les produits et les services en fonction des réactions des clients, mais aussi des ressources internes de l'enseigne, ce qui ne va pas sans une certaine pugnacité. Il faut savoir convaincre et embarquer les clients, raconte la jeune femme. Pour construire notre gamme autour du vélo et sourcer nos produits, nous avons travaillé avec l'équipe des achats non alimentaires. De même pour nos 500 références du nouveau rayon hygiène de vie, en sortant des méthodes d'achat classiques de la grande distribution. Le bureau de tendance bouge, mais pour encadrer ces nouveaux business, il met aussi dans la boucle des équipes de gestion et les équipes techniques qui réalisent les meubles d'exposition, ajoute Maude Lavissière, chef de projet innovation, ainsi que sur place le personnel du supermarché. À Beaugrenelle, magasin qui héberge la première station vélo, à 2 tours de roue de la Tour Eiffel, le directeur, convaincu par le projet, n'a pas hésité à sacrifier son espace promotion. Les partenaires dont s'entoure Monoprix s'inscrivent dans cette même veine innovante. La start-up Tessan, par exemple, qui livre et gère les cabines de téléconsultation médicale qu'on peut découvrir au magasin de la Porte de Châtillon à Paris, à côté du comptoir de la Poste. Une ouverture d'esprit qui fait partie du succès de l'enseigne et justifie à elle seule la maîtrise interne du processus d'innovation. Le problème ? La multiplication des circuits de distribution a fragilisé la toute-puissance des hypermarchés et autres grandes surfaces qui ne dictent plus, comme ils l'ont longtemps fait, les modes de consommation. Pour essayer de rester dans le ton, la plupart des enseignes recourent aux cabinets de tendance ou aux études prospectives, quitte à tout adopter les mêmes innovations, à se démarquer de moins en moins de leurs concurrentes. La solution ? Monoprix est l'une des rares enseignes à conserver un lien particulier avec ses clients en collant au plus près des évolutions sociales. Pour préserver cette singularité, elle a décidé de gérer en interne l'ensemble du processus d'innovation. Anticiper les tendances de demain, repérer les futurs produits et services, imaginer de nouveaux modèles économiques, tout cela révèle désormais d'une cellule créative implantée au cœur de son siège parisien.
Click and Boat s'appuie sur Permira et Boats Group pour prendre le large en Amérique du Nord, à lire sur frenchweb.fr en date du 19 juillet. Après une année 2020 durant laquelle elle s'est renforcée malgré la crise du coronavirus en mettant la main sur son concurrent allemand Scansail et la société espagnole Notal, la start-up Click and Boat se dote de nouveaux moyens pour accélérer son développement. Elle annonce aujourd'hui un investissement provenant du fonds britannique Permira, qui investit chez Miracle, Klarna ou encore Flixbus, pour doper sa croissance. Le montant de cette opération n'a pas été divulgué. Ce financement s'accompagne d'un partenariat avec la société américaine Boats Group, rachetée en décembre 2020 par Permira. Cette dernière détient plusieurs marketplaces dans l'industrie nautique et propose aux entreprises du secteur des solutions marketing, publicité, génération de leads, CRM, conception et hébergement de sites pour accroître leur visibilité et leur vente. Avec cette alliance, Click and Boat va pouvoir puiser dans le réservoir de Boats Group, qui revendique 20 millions d'usagers de bateaux chaque mois, pour gagner des parts de marché, principalement en Amérique du Nord, puisque la société est basée à Miami. Un choix logique, puisque la start-up française a enregistré 300% de croissance sur le marché américain en pleine pandémie de Covid-19. Cela marque une étape passionnante dans l'histoire de Click and Boat et constitue une nouvelle phase dans notre ambition de devenir le premier acteur mondial sur le marché de la location de bateaux. Boats Group est un véritable leader sur le marché des marketplaces dédiés au nautisme et grâce à l'investissement de Permira, nous avons toutes les ressources et le soutien en place pour poursuivre notre croissance et notre succès, explique Édouard Goriou, le cofondateur de Click and Boat. Un volume d'affaires de 100 millions d'euros en 2021. Avec Boats Group à ses côtés, l'objectif de la start-up française est de créer le plus grand acteur mondial, digital, du secteur de la plaisance, alors que le secteur de la location de bateaux n'est digitalisé qu'à 20%. En pleine mutation, le marché devrait peser 19 milliards d'euros en 2027 contre 14 milliards l'an passé. Dans ce contexte, Permira apparaît comme un partenaire financier de premier plan pour permettre à Click and Boat de faire la différence, notamment en misant sur la croissance externe. Avec 5 acquisitions au compteur, l'entreprise vise un volume d'affaires de 100 millions d'euros en 2021 contre 50 en 2019. Rentable depuis 2015, Click and Boat, qui compte près de 2/3 de ses clients à l'étranger, a diversifié son activité au fil du temps, notamment en proposant la location avec skipper ou en s'ouvrant aux loueurs professionnels pour toucher une clientèle plus large. La part des loueurs professionnels représente désormais 75% du volume d'activité. À ce jour, la société, créée en 2013 par Jérémy Bismuth et Édouard Goriou, revendique une flotte de 40 000 bateaux à louer dans plus de 600 destinations à travers le monde. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous avez aimé l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa version audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Pour rappel, la dernière interview est celle de Nicolas Morschol, le CEO et fondateur de Bonsoir. C'est DNVB qui dépoussière la vente en ligne de linge de maison. Une conversation passionnante qui nous permet de remonter à la création de l'aventure avec son dirigeant, à écouter urgemment. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.